Et ben j'ai fait une rencontre aussi. Voilà, j'ai rencontré Marc Simoncini qui cherchait une CMO pour à l'époque son projet dans l'optique. Voilà, et c'est quelqu'un aussi qui m'a fait confiance et qui s'est dit j'ai un projet de marque, il va s'en sortir, et puis le marketing digital, il va apprendre. Voilà. Et donc j'ai plongé dans l'aventure du groupe Sensi à l'époque avec Marc et j'ai appris le marketing digital, voilà, que je pratique maintenant depuis presque une dizaine d'années. Donc je me suis pas mal réinventée, voilà. Donc suivre ses envies, savoir où on a envie d'aller, et ensuite aller chercher les gens avec qui on a envie de travailler. Bonjour à toutes et à tous, je suis Eddy et vous écoutez un nouvel épisode du Brand Podcast. Aujourd'hui, comme d'habitude, épisode très spécial et encore plus spécial puisque on continue d'avancer dans la saison 2 du Brand Podcast et de fournir des invités dans des secteurs plus variés les uns que les autres, mais on va y revenir. Avant de commencer, comme d'habitude, pour toutes les personnes qui découvriraient le Brand Podcast suite à cet épisode, rappelons que ce podcast a pour but de vous aider, vous, CMO, CEO, brand manager ou tout simplement curieux d'en apprendre plus sur le marketing, à créer les marques fortes de demain, des marques qui soient adaptées aux défis du digital. Sans plus tarder, je vais laisser Anne-Cécile se présenter, mais avant ça, j'aimerais tout de même vous demander de nous mettre 5 étoiles sur toutes les plateformes de streaming. Voilà, parce que je le dis tout le temps à la fin, mais pour une fois, j'avais envie de le faire au début. Voilà, je te laisse Anne-Cécile, vas-y, tu peux te présenter. Bonjour Eddy, bonjour à tous. Alors, je m'appelle Anne-Cécile Gallois. Je suis aujourd'hui CMO chez Care. Care, c'est un service de consultation médicale en vidéo. On dit souvent que c'est de la téléconsultation qui existe depuis 2017. Voilà, c'est une scale-up aujourd'hui. On est environ 150 à Paris. Et il y a quelques mois, on a été racheté par un groupe anglais qui s'appelle Health Hero et qui a pour ambition de construire le champion européen de la e-santé. Donc, c'est notre terrain de jeu. C'est vraiment ce secteur passionnant qui concerne tout le monde et qui est celui de la e-santé. Ok, super intéressant. Ça fait plus d'un an, bientôt 1 an et demi que tu es sur le projet, donc je pense qu'on aura pas mal de choses à se dire. Au programme de l'épisode d'aujourd'hui, on va parler pas mal de développement de marque, on va parler de plein de points de contact, d'expérience client, puis on va revenir aussi sur la partie personal branding, sur ton parcours, et on va terminer avec le Fast and Curious version brand, comme d'habitude. Sans plus tarder, on va commencer avec la première question. Care, c'est le premier acteur de la santé qui passe sur le podcast, comme je l'ai dit dans l'introduction, et du coup, au moment de faire mes recherches, c'était un peu compliqué parce que sujet assez complexe, etc. On a eu l'énergie précédemment, l'assurance aussi, et du coup j'ai regardé différents sites, etc. Je suis tombé sur plein de phrases, et il y a un truc qui m'a marqué, c'est quand je vais sur le site, enfin je vais te citer 3 phrases d'accroche en tout cas que j'ai trouvé sur 3 sites différents. J'ai trouvé la première phrase suivante: téléconsulter un généraliste, un psychiatre, un gynécologue, etc. J'ai trouvé réserver une consultation physique ou en vidéo chez un professionnel de santé, et j'ai trouvé consulter un médecin en ligne en quelques minutes. Donc en gros, l'ensemble de ces phrases, c'est les phrases d'accroche qu'on peut retrouver directement quand on va sur votre site, le site de Doctolib ou le site de Livy. Et on peut voir qu'elles sont globalement toutes assez similaires quand même, en adaptant à chaque fois légèrement le ton ou l'angle un petit peu qui est pris ou la longueur en fonction. Et du coup, ma première question, elle va concerner plutôt le positionnement, parce que c'est vrai que c'est un sujet qu'on a déjà pas mal abordé. Je pense par exemple au premier épisode de la saison avec Fempo, où on parlait de lancement produit, de gamme de produits, etc., mais on n'a encore jamais parlé de matrice de positionnement. Et j'aimerais bien que tu m'expliques déjà, comment est-ce que vous, aujourd'hui, vous représentez votre positionnement sur le marché de la e-santé, parce que c'est un marché qui est quand même tout récent, on va dire, et puis surtout, dans une matrice de positionnement, on peut privilégier certains axes, et c'est lesquels que vous mettez en avant pour avoir une vision claire de la situation. Ok, c'est une grande question. Oui, c'est une très grande question, mais on a beaucoup de temps. Je vais essayer de pas être trop longue, mais qu'est-ce que... Alors... Premier point peut-être sur ce marché de la téléconsultation qui est quand même très très nouveau et récent et qui surtout a été absolument passionnant dans la dernière année, étant donné que le marché s'est ouvert avec, parce que je ne vais pas dire grâce, c'est un peu compliqué de dire ça quand même, mais avec la crise sanitaire. Voilà. Donc il y avait encore, les téléconsultations représentaient moins de 1% du total des consultation en janvier 2020 et le chiffre a été multiplié par plus de 100 en fait suite
différents suite au confinement successif. Pardon. Voilà, il y a eu notamment le plus gros pic ayant été pendant le premier confinement, où de façon contrainte, puisqu'on pouvait plus aller dans le cabinet de son médecin, et ben tout le monde un certain nombre de gens sont passés à la téléconsultation. Et les téléconsultations à cette époque-là ont représenté jusqu'à 20% du total des consultations. Donc c'est un truc absolument incroyable. Voilà. Donc c'est vrai que c'est un marché qui n'est pas encore consolidé, donc il y a plein d'acteurs et plein de marques. Je parle de la France, on pourrait faire des constats plus ou moins similaires, et plus ou moins parce que les systèmes nationaux dans les différents pays européens et même aux US sont un petit peu différents. Pour ce qui est de la France, donc il y a encore beaucoup d'acteurs. La consolidation, je pense, est cela dit en marche, et c'est un marché qui est très très spécial puisqu'il est dominé de façon hyper importante, qui est pas hégémonique, j'ai pas envie d'employer ce mot, mais on a un acteur dominant qui est Doctolib. Donc la question c'est effectivement comment est-ce qu'on se positionne par rapport à eux. Et alors, sans rentrer trop dans le détail de nos business models, en fait, on fait pas tout à fait la même chose. Doctolib a commencé par un abonnement, un logiciel SaaS de rendez-vous. Donc, ils proposaient aux médecins de digitaliser leur prise de rendez-vous. Et ensuite, ils sont passés à la téléconsultation. Nous, chez Care, en fait, de façon native, et depuis toujours, c'est-à-dire depuis 2017, on propose de la téléconsultation. C'est-à-dire qu'on est des spécialistes de ce produit qu'est la téléconsultation. Vous êtes des pure players. Voilà, on est des, si on peut dire. En tout cas, vraiment, nous, notre obsession, c'est la qualité de ce service. Et l'innovation, c'est-à-dire de continuer à l'enrichir un petit peu plus chaque jour, de façon à ce que la qualité de l'expérience, le parcours client et le bénéfice de chacun de nos patients soit le plus élevé possible. Voilà. Donc, on fait pas trop mal, je pense, parce qu'on a une satisfaction qui est super et qui est à 95%. Et j'ai envie de dire que essayer la téléconsultation, c'est l'adopter. En revanche, on a un vrai sujet qui est que, certes, suite au confinement successif, les gens connaissent la téléconsultation, connaissent le mot en tout cas. Cependant, le marché de la téléconsultation est quand même encore relativement faible. Donc on a tous beaucoup de travail à faire pour éduquer, faire de la pédagogie et expliquer dans quel cas, quels sont les use cases qui se prêtent à la téléconsultation. Parce que la téléconsultation, l'idée n'est pas qu'elle remplace jamais les consultations en physique, certainement pas. Simplement, il y a un certain nombre de symptômes ou de sujets, par exemple pour renouveler une ordonnance, peut-être que ça prend moins de temps et c'est plus simple en téléconsultation. La deuxième chose, par exemple, quand on a un rhume qui dure, alors on sait que c'est pas très grave et on se doute un peu des traitements en tout cas, on a aussi besoin d'une ordonnance, on a besoin quand même de faire un check avec un médecin. On peut complètement voir un médecin en téléconsultation. Troisième cas, on a un enfant malade, ou peut-être même qu'il y a des petits boutons, c'est un peu ennuyeux, ça dure aussi. Alors, il faut savoir qu'il y a des dermatologues qui consultent en téléconsultation. Donc, chez Care, on a 50 spécialités, en fait. Donc, on peut même voir un gynécologue. Voilà. Donc, pour la dermatologie, par exemple, voilà, donc pour reprendre mon exemple, il est 22h, je peux prendre rendez-vous avec un dermatologue, mais peut-être pas tout de suite quand même. En revanche, comme notre service est ouvert de 6h à 24h, c'est quasiment du 24/7, on peut être rassuré, en fait, rapidement avec une téléconsultation. Voilà, donc c'est toutes ces situations d'urgence ou de symptômes relativement bénins qui se prêtent à la téléconsultation. Voilà. Sachant qu'on a une solution qui est évidemment remboursée par la sécurité sociale et même on pratique le tiers payant. En voilà un élément différenciant. Ok, ça marche. Donc en gros, si je devais résumer, parce que tu m'as cité beaucoup d'éléments, si je faisais un axe comme à l'école à Psy-Ordonnée, on aurait je dirais la taille au sens part de marché de l'acteur, qui est un point important avec Doctolib et vous et je pense à Livy et plein d'autres. Et on aurait la diversification de l'offre, puisque du coup comment tu me le décris, du coup vous êtes vraiment un pure player sur ce segment de la téléconsultation, et on aurait un docto qui serait plus diversifié au niveau je sais pas, de la prise de rendez-vous et ce genre de choses, quoi. Mais du coup, est-ce que mon analyse est la bonne d'après toi ou
Oui, alors des analyses, on peut en faire plein en fait. C'est-à-dire que des Mhm. matrices, la tienne est juste, on pourrait en inventer des tas d'autres, mais en tout cas, c'est une première grille d'analyse euh, qui est tout à fait valable. Et Ok. effectivement, les points de différenciation, on en a 3 ou 4, nous, sur lesquels qui sont des propositions de valeur en fait, sur lesquelles on s'appuie Mhm. pour essayer effectivement d'expliquer notre service et pour Ok, essayer de nous différencier. ça Voilà. marche. Si j'en cite peut-être juste un ou deux autres. Mhm. Alors le tiers payant est une vraie différence. La deuxième chose, c'est qu'on s'occupe aussi bien de santé physique que de santé mentale. Et on a racheté pour ça une petite start-up en 2019 qui s'appelait Doctopsy. Et donc aujourd'hui, c'est une business unit à part entière qui est dédiée à la santé mentale et qui s'appelle Care. Psy. En tout cas, c'est quelque chose qui est très important chez nous. On soutient fortement ce sujet sentimental dont on sait qu'il est de plus en plus important aujourd'hui parce que malheureusement, il y a pas mal de gens qui ne sont pas très en forme en termes de santé mentale. Voilà, donc depuis le début, nous, on pousse. Voilà, ces deux aspects de la santé physique, santé mentale. Et dernière chose, une autre chose qui est très importante chez nous, c'est que chez Care, tu peux choisir ton médecin. Mhm. Tu peux pas Voilà. le choisir sur Donc, les autres plateformes? pas toujours, non. En tout cas, nous, les deux choses, je pense, les plus importantes, c'est que notre promesse, c'est trouver un rendez-vous à moins de 10 minutes. Mhm. Voilà. Donc, c'est vraiment là, maintenant, tout de suite. Et on choisit son médecin. Ok, Voilà. ça marche. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à notre audience pour réaliser une matrice de positionnement qui soit au plus proche de la réalité, mais pas nécessairement sur le secteur de la santé? Parce que c'est vrai que bah, tu connais bien ton sujet, c'est assez logique, puisque bah, voilà, t'es quand même un CMO d'une belle boîte. Mais pour notre audience, je pense à par exemple des personnes qui se lancent, je sais pas, sur un segment de marché, une marque e-commerce pour les chiens, typiquement, tu vois. Parfois, on a un peu de mal à représenter tous les différents acteurs. On voit plein de choses, plein de phrases un peu partout. Enfin, tout le monde, entre guillemets, proclame être les meilleurs tout le temps. Et est-ce que tu aurais, toi, des conseils pour avoir une vision un peu plus claire de ce qui se passe sans avoir nécessairement une analyse qui est trop complexe? Parce que tu me le disais tout à l'heure, c'est vrai qu'on peut en faire beaucoup des analyses, mais avoir un truc qui soit simple à utiliser ou à la limite des grandes catégories à privilégier, quoi. C'est pas facile de répondre parce qu'en fait, ce que je pense, c'est qu'il n'y a justement pas de recette en particulier. Il n'y a pas une série d'axes Mhm. qu'on peut appliquer à tous les marchés. Donc, ce qui est important, c'est de repartir justement, je pense, du marché, de son analyse, de bien comprendre la situation et quels sont les points forts et les points faibles de chacun des acteurs, et à partir de là, de trouver les axes pertinents. Donc, Mhm. je vais avoir du mal à répondre dans l'absolu, parce que c'est justement tout un travail d'analyse qui va permettre de déterminer quels sont les axes pertinents et sur un marché, et par rapport à la maturité du marché. C'est-à-dire que tes axes peuvent être pertinents à un moment et ne plus l'être à un autre. Voilà, Ok, ok, ça voilà. marche. Donc en gros, c'est vraiment du cas par cas, quoi. C'est ce que je pense en tout cas. Ok, ok, ça marche. Bon, bah on va continuer avec la seconde question qui va partir sur plus la proposition de valeur. Quand on parle de proposition de valeur, il faut réfléchir en règle générale à plusieurs choses. Donc, qui est la cible, quels sont les bénéfices du produit, qu'est-ce qui rend le produit vraiment unique. Et dans la santé, bah fatalement, on a un critère, c'est que bah on a tous besoin de santé, enfin en tant qu'être humain, etc., etc. Du coup, moi j'aimerais bien que tu m'expliques sur quelle cible en fait on se concentre pour pénétrer un marché comme ça. Enfin, comment tu segmentes ta cible, sachant que de toute façon, enfin, tout être humain peut être éligible à avoir besoin de soins et ce genre de choses, quoi. On a testé, nous, beaucoup de choses. Alors, on teste, hein, c'est vraiment, nous, on est dans une logique d'apprentissage permanent. On est en Mhm. train d'ouvrir un marché. Donc, on essaye d'avoir assez peu de préjugés et de ne regarder que les chiffres. Donc, ça veut dire qu'on teste sans arrêt des audiences, notamment en paid marketing. Mhm. On multiplie les tests. Ensuite, comme on a quand même aujourd'hui un volume de téléconsultation qui est tout à fait conséquent chaque jour, ensuite on regarde dans le rétroviseur et on se dit, bon, bah alors qu'est-ce qui a fonctionné? Qui sont aujourd'hui finalement les profils des gens qui téléconsultent chez nous? Et ensuite, donc il se trouve que chez nous. Et ensuite, à partir de là, on détermine un certain nombre de personas. C'est des démarches assez classiques qui rejoignent des démarches très très produits. Et Mhm. donc on a identifié comme ça, nous, un certain nombre de personas. On en a 2 qui sont principales, 2 qui sont secondaires. Et on s'est rendu compte, par exemple, que le groupe de population qui avait les premiers sauté, j'ai envie de dire, le pas de la téléconsultation, c'était des jeunes mamans
25-35, plutôt dans des centres, de gros centres urbains. C'est Paris, Lyon, Marseille, Lille, c'est vraiment les grandes villes. On aurait pu penser, on s'est dit, c'est super, on va régler des problèmes pour les gens qui sont dans les déserts médicaux. C'est génial. On s'attendait, par exemple, à avoir vraiment des gros groupes de population dans les déserts médicaux, et pas encore, en fait. C'est-à-dire que, finalement, on se rend compte qu'on est plutôt dans une typologie de services sur un marché très, très nouveau, relativement, finalement, dans une ouverture qui est classique, et finalement, qu'est-ce qui vient? C'est des early adopteurs, très urbains, et ensuite, les jeunes mamans. Pourquoi? Parce qu'en fait, elles n'ont pas le temps, forcément, parce que c'est compliqué, en fait, ça prend du temps, de prendre un rendez-vous chez le médecin, il faut poser un demi-RTT, emmener les gamins, les ramener, etc., la crèche, tout ça, c'est compliqué. Et la téléconsultation apparaît comme une vraie solution. C'est-à-dire qu'elles peuvent, soit le matin, avant de partir au bureau, ou avant d'emmener les enfants à la crèche ou à l'école, boum, faire une téléconsultation. Elles peuvent le soir aussi le faire, ou elles peuvent elles-mêmes faire une téléconsultation pour leur propre santé depuis le bureau, entre deux rendez-vous, ou à l'heure d'une pause, de la pause déjeuner, ou juste après avoir terminé de travailler. Donc, on a un certain nombre de personas, celle-là étant la prioritaire, je ne vais pas les raconter toutes, mais ça a été donc une série d'expérimentations, et de regarder la data de près, évidemment anonymisée, parce qu'il s'agit ici on est dans le secteur de la santé, donc on fait très 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 attention à la donnée. Mais néanmoins, on peut faire des groupes de personnes en fonction de leur sexe, leur âge, voilà, et à partir de ça, dessiner des personas. Et ensuite, on va continuer à faire de l'acquisition sur ces audiences qui sont spécialement réceptives. Voilà. Ok, ça marche. Moi, j'aimerais bien revenir sur la première partie de ta réponse, sur les tests, parce que c'est vrai que tester, c'est la première étape pour obtenir des résultats concrets. Et j'aimerais bien que tu m'expliques un petit peu la logique que vous avez au moment de votre test, parce que un enjeu de la marque aussi, c'est que quand tu segmentes ta cible, il faut exécuter le marché dans le bon ordre, tu vois. Donc on peut tester plein de choses, mais c'est vrai que si on teste dès les premiers tests les bonnes audiences, ça marchera quand même plus vite que si c'est au bout du 15e test, tu vois. Du coup, j'aimerais bien que tu m'expliques un petit peu la logique au moment de l'expérimentation. Est-ce que c'est qu'une histoire de démographie, c'est une histoire de géographie, en fait, par où on commence, en fait? Oui, alors, en fait, les tests, c'est même un process, en fait. Toute la difficulté des tests, c'est d'arriver à en faire le plus possible dans un minimum de temps. Et ensuite, quand on cherche, ce qui a été notre cas, on fait des tests un petit peu tous azimuts, j'ai envie de dire. Donc, on teste, on peut tester des géographies, on peut tester des messages, on peut tester des créations, on peut tester des classes d'âge. C'est vrai que les grosses plateformes aujourd'hui, Google, Facebook, proposent effectivement des ciblages hyper affinitaires. Mais il y a des tests aussi qui sortent bien évidemment des logiques socio-démo et qui sont davantage en termes de centre d'intérêt. Donc c'est des choses qu'on peut faire aussi. Donc tout le sujet du test, c'est comment est-ce que je mets toute l'équipe dans un process qui lui permet de itérer le plus rapidement possible sans perdre le bénéfice des tests précédents. Voilà, c'est ça en fait la grosse. Ça marche. Du coup, j'aimerais bien aussi revenir sur la première partie aussi de ma question. En intro, je te parlais de proposition de valeur avec 3 questions, donc là, je te les rappelle. Qui est la cible, quels sont les bénéfices du produit et qu'est-ce qui rend ton produit unique? Si aujourd'hui, tu devais garder qu'une seule de ces questions pour trouver la proposition de valeur de Care, laquelle tu garderais et pourquoi tu penses que celle-ci est plus importante que les autres? Je pense que vraiment l'argument du temps, il est super important aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est vraiment capable d'apporter une réponse qualitative, c'est-à-dire un médecin qui est formé, qui est qualifié, dont on monitore on suit en tout cas la qualité médicale, donc on est tout à fait sûr de notre pool de médecins qu'on a accompagnés depuis qu'ils sont chez nous, et donc on est capable d'y donner accès en un temps record. Ok, voilà. Donc ce serait plus qu'est-ce qui rend le produit unique. Exactement. Et ensuite, il y a des points de rassurance, effectivement, qui sont le tiers payant, qui sont le choix du médecin, qui sont la qualité médicale, qui sont la qualité de l'expérience. Donc on a une des meilleures qualités vidéo audio aussi sur le marché. Donc ça, c'est des points de rassurance. Mais je pense que la proposition de valeur, aujourd'hui en tout cas, et ça ne veut pas dire qu'elle évoluera pas demain, aujourd'hui elle est vraiment sur le temps. Voilà, c'est-à-dire que pour avoir un premier avis médical ou une consultation de A à Z, rapidement, c'est chez Care que vous allez la trouver.
parfaitement clair. On va enchaîner avec la deuxième partie sur les points de contact et sur l'expérience client. Parce que c'est vrai que le sujet de la digitalisation de la santé, c'est un énorme chantier et ça implique des changements importants dans les habitudes de la population, même si l'expérience d'aller chez le médecin, c'est pas un truc qui est incroyable. En règle générale, tu viens tôt, tu prends ta place, tu fais la queue, tu dois attendre longtemps, la salle elle est remplie. Enfin, tu vois, il y a quand même beaucoup de personnes qui, même si fatalement c'est pas une expérience incroyable, restent attachés au fait d'être physiquement dans la salle avec leur médecin à pouvoir lui serrer la main, enfin pré-Covid plutôt. Et du coup, j'aimerais bien que tu m'expliques lorsqu'il s'agit de points de contact du coup avec la marque, avec Care, sur la partie pré-achat, donc toutes les peurs qui vont précéder le fait de se dire ah mais c'est vrai la téléconsultation, ça peut être chiant, mais est-ce que c'est pas pareil, ce genre de truc. Comment vous faites pour faire passer le cap à ces personnes-là qui sont un peu sceptiques finalement? Alors, c'est tout l'enjeu et ce qu'on essaye déjà de faire comprendre, c'est que en fait, notre objectif, la téléconsultation ne remplace pas la consultation. Les Français ont à 89% un médecin traitant et la relation avec le médecin est bien notée. Les Français adorent ils aiment en tout cas leur médecin, il n'y a pas de problème avec le sujet des consultations. Donc c'est pas la même chose. Donc il faut absolument qu'on fasse de la pédagogie sur quelle est l'utilité réelle de notre service et ne pas s'inscrire du tout contre les médecins et la médecine de ville et la médecine de cabinet. Voilà. Donc ça c'est une première chose. Et ensuite, je pense qu'on ouvre le marché, il y a un certain nombre de personnes qui vont comprendre ça. Le bouche à oreille est très important. Et ensuite, l'idée n'est pas de convaincre forcément les réfractaires. En tout cas, ce sera les derniers qu'on convaincra. Donc ceux qui pensent véritablement que c'est pas pour eux, on va pas essayer d'aller les convaincre. En revanche, il y a les early adopteurs, il y a les fans, il y a les gens qui vont en parler autour d'eux, et c'est plutôt des mécaniques de bouche à oreille qu'on va essayer d'entraîner, des mécaniques virales, et puis beaucoup de pédagogie. Donc par exemple, on fait beaucoup de SEO. Donc on écrit énormément d'articles sur ce que c'est une téléconsultation, mais sur plein d'autres sujets aussi médicaux. Ce qui fait que petit à petit, quand on fait des recherches sur Internet, régulièrement, on va tomber sur des articles Care. Donc, ça vient donner de la crédibilité à notre propos. On fait comprendre que, nous, on a une direction médicale, par exemple, depuis le début chez Care. C'est-à-dire qu'on co-construit tout, notre produit, nos messages, nos communications, avec une équipe de médecins. Et donc, c'est des moyens, c'est encore une fois, c'est beaucoup de pédagogie, beaucoup d'éducation, donc le SEO nous y aide, et puis ensuite, il y a tous les sujets de communication, donc de l'influence, beaucoup. Comment tu fais de l'influence sur le marché de la santé? Alors il y a des influenceurs santé, et il y en a même qui sont très très connus, mais absolument, voilà. Donc on fait des partenariats, on fait des opérations conjointes. Récemment, on a par exemple monté une opération avec Petit Bambou, qui est une application de méditation que je crois beaucoup de gens connaissent, voilà. Et donc sur la santé mentale qu'on défend nous aussi, on trouvait que c'était important et intéressant de se rapprocher de Petit Bambou, donc on a fait comme ça une opération avec eux par exemple. Donc c'est soit des marques, soit des influenceurs santé. Donc il y a des kinés qui sont influenceurs, il y a des sages-femmes, il y a des gynécologues, il y a des donc si on commence à ouvrir en fait la boîte, on se rend compte que des influenceurs, ça concerne pas que la mode et que la beauté, que les bijoux, pas du tout. Il y a aussi des influenceurs santé. Donc ce sont des gens qui nous aident aussi à faire passer notre message. Voilà. Okay. Donc, on essaye d'amplifier via l'influence la pédagogie sur notre message. Est-ce que tu penses que ces leviers que tu m'as cités, ils sont réutilisables sur la partie plus post-achat, ou ce seraient des leviers différents? Dans le sens où, par exemple, on peut se dire que j'ai fait ma consultation avec Care et maintenant j'ai peur du fait que comme c'était peut-être une consultation digitale, je connais pas, peut-être qu'on va pas me rembourser, ou peut-être que le remboursement il sera difficile, ce genre de choses. Est-ce que ces mêmes leviers que tu m'as cités, c'est exactement les mêmes que vous conservez? Donc on refait des articles, on améliore le discours sur la com, etc. Ou vous avez peut-être d'autres leviers que vous utilisez plus spécifiquement sur l'après? Sur l'après, une fois qu'on est dans l'après, on est en relation avec notre patient. Donc, il y a un certain nombre de mails qui vont lui être envoyés et qui vont le rassurer sur le fait
qui va être remboursé, sur le fait que s'il souhaite recontacter le médecin, il peut reprendre un rendez-vous. Enfin, c'est sur l'après, c'est pas sur l'après qu'on a spécialement de difficultés, très sincèrement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison que ça se passe mal. C'est-à-dire que tout ça est quand même très, très, très encadré. On est en France, donc à moins cas rarissime, il n'y a pas de raison que les choses se passent mal avec le médecin, il n'y a pas de raison que les gens ne soient pas contents. Et puis ensuite, on a surtout, de toute façon, un service client qui est super compétent, super efficace, super bien managé. Et donc, s'il y a quoi que ce soit, de toute façon, le service patient est là pour répondre à toutes les questions que les gens pourraient avoir. Ok, ça marche. On est quand même au 21e siècle, j'ai envie de te dire, et c'est vrai que le storytelling, ça fait partie intégrante de l'expérience pour vendre des choses en ligne, etc. Et d'ailleurs, je m'étonnais de ça quand tu m'as parlé d'influenceurs sur la santé. Mais c'est vrai que la santé, c'est pas le sujet le plus glamour du monde. En tout cas, quand on voit les DNVB, donc les marques plus e-commerce, etc., ce qui vendent des produits cool et tout, on pourrait se dire que c'est vrai qu'intégrer des histoires dans des parcours clients en santé, c'est un peu touchy. Et aujourd'hui, vous arrivez à le faire, enfin, à intégrer un peu storytelling dans la manière dont vous vendez le produit? Le glamour, je pense qu'il est là où on a envie de le mettre, c'est-à-dire que moi, je trouve ça super. Alors, je sais pas si le mot c'est glamour, ou en tout cas hyper inspirant, et moi, ça donne beaucoup de sens, et ça me donne envie à ma vie, et ça me donne envie de me lever le matin, de me dire que je vais aider les gens à avoir un meilleur accès aux soins. Pourquoi c'est important d'avoir un meilleur accès aux soins, qu'ils soient rapides, remboursés, avec les bons spécialistes, etc. Parce que plus on prend sa santé en main, plus on a de chances que la santé soit bonne quand même. Et donc, notre mission à nous, c'est vraiment de donner cet accès aux soins à tout le monde. Et moi, je trouve ça très, très intéressant et très, très glamour, en tout cas. Voilà. Donc, c'est pour ça que je rigolais, mais oui, c'est sûr que oui, spontanément, parce que la mode, c'est plus glamour, mais moi, je trouve ça, en tout cas, moi, ce qui est sûr, c'est que ça me passionne totalement, et que voilà, les rencontres qu'on peut faire sont formidables. Il y a des médecins qui ont des histoires, voilà, c'est de l'humain, en fait, on est vraiment en contact avec l'humain tous les jours. Donc moi, je trouve ça tout aussi glamour que de vendre des t-shirts ou des chemises, même si j'adore la mode par ailleurs aussi, mais ça, c'est un autre sujet. Okay. Voilà. mais moi, ma question, c'était surtout, comment vous faites pour intégrer des histoires à tout ça? Parce que je me dis que, tu vois, sur je sais pas, si je te reprends une chemise ou un t-shirt, tu vois, les spots pub, on va aller faire des trucs, par exemple, là, un peu la manière dont ce que les marques de luxe arrivent à faire, avec des bonhommes qui portent des parfums, qui font des trucs, etc., etc. J'ai du mal en tout cas, à me représenter comment on arrive à faire ce même truc avec la santé, tu vois. Bon, bah, vous êtes malade, en fait, vous avez mal à la tête, comment on arrive à faire tout ça? En fait, on fait pas la même chose. C'est-à-dire que c'est pas, je sais pas si c'est du storytelling, mais en fait, nous, ce dont on a besoin, encore une fois, c'est faire comprendre la valeur qu'on peut apporter aux gens et la valeur de notre service. Donc, j'ai pas besoin de leur raconter des histoires, j'ai plutôt besoin de leur raconter à quel point ça peut les aider et ça peut être une solution dans leur vie. Ok, ça marche. Voilà. Donc ensuite, on utilise par exemple les témoignages clients, beaucoup. On fait aussi des témoignages et de la pédagogie avec nos professionnels de santé. Donc on fait des petites vidéos où ils expliquent pourquoi ils font ce métier, qu'est-ce qui leur a plu chez Care, pourquoi ils pensent que voilà, la téléconsultation chez Care est de qualité, pourquoi elle est formidable. Qu'est-ce qu'on fait? On fait aussi, on fait des webinars par exemple à destination des DRH en entreprise, en leur expliquant en quoi notre solution, si elle est apportée par l'entreprise, eh bien, elle peut aider au mieux être et au mieux vivre des salariés, parce que leur santé sera prise en charge rapidement, et parce qu'ils ont accès à de la santé physique et aussi de la santé mentale. Donc voilà, c'est vrai qu'on a une communication qui est pas forcément classique. On fait pas des films à la télé parce que pour l'instant c'est pas encore autorisé, tout simplement. Voilà, mais peut-être que ça le sera un jour, ça l'est dans d'autres pays. Mais on a plein de choses hyper intéressantes à raconter, et je pense que l'utilité en fait qu'on apporte, c'est ça plutôt que moi j'essaye d'expliquer. Voilà. Et ensuite, dans la façon de le faire, on essaye que ce soit le plus simple et sympathique possible. Voilà, mais je pense qu'on a un gros enjeu de simplicité aujourd'hui. D'ailleurs, le purpose de Health Hero, c'est Simplifying Healthcare et Improving Lives. Donc, on est vraiment en train de simplifier la santé, et donc, par exemple, de simplifier l'accès à la santé pour améliorer la vie des gens.
Ok, ça marche. Donc Voilà. en gros, ce serait un storytelling un peu indirect, avec beaucoup de témoignages, beaucoup de webinaires. Enfin, on n'est pas là C'est de l'éducation en fait. En Ok, fait, on n'est pas sur le storytelling, on est vraiment sur l'éducation et la pédagogie. ok, Voilà. ok, Comme parfait. c'est très nouveau, j'ai besoin d'éduquer, j'ai besoin de faire de la pédagogie, j'ai besoin de rassurer. Donc ce qu'on raconte comme histoire, en tout cas ce qu'on raconte, c'est autour de ces axes-là. Pédagogie en tout premier. Ok, parfaitement clair. Bon, bah on est déjà à 30 minutes, donc on va passer à la partie personal branding sur ta vie. Voilà, quand je regarde ton CV sur LinkedIn, je vois plein de beaux noms, je vois du HEC Paris, je vois du TBWA, du BTC, plein de trucs stylés, j'en passe. Et dans un épisode précédent que j'ai fait, d'ailleurs on lui passe le bonjour, j'ai interviewé la VP marketing et branding de chez Vestiaire Collectif, qui s'appelle Vanessa Maslia. Et je lui ai posé pas mal de questions autour des postes à responsabilité, parce que, un peu à la manière de ton profil, elle a un peu plus de 20 ans de carrière, plein de belles boîtes, etc. etc. Et ici, j'aimerais prendre une approche un peu différente. Puisque Vanessa, elle nous disait, parce que je lui posais plein de questions sur comment on arrive entre guillemets, répliquer, même si c'est jamais vraiment possible, ce genre de parcours, comment elle prend ses décisions, etc. etc. Elle me disait que c'est vrai qu'on a l'impression, quand on voit le CV, que tout a été toujours un peu facile, tout rose, etc. etc. mais qu'elle a eu aussi des moments difficiles. On n'a pas pu rentrer dans les détails avec elle, parce que c'est vrai qu'on arrive à la fin de l'épisode, mais j'aimerais bien que tu nous partages un moment où tu as eu un peu plus de doutes dans ta carrière, et comment surtout tu as pu rebondir pour revenir un peu plus forte, et si tu auras des conseils à donner à notre audience sur ce genre de situation. C'est très intéressant comme question. En fait, effectivement, le plus intéressant, c'était ce qui n'est pas écrit sur le CV, finalement, parce que le CV, il aligne effectivement des noms de boîtes, des noms d'écoles, des noms d'agences, et en fait, on se dit, ok, mais comment ça s'est passé, voilà. Et en fait, ce qui n'est pas écrit, moi, dans mon CV, ce qu'on ne voit pas, mais ce que je peux raconter, c'est qu'en fait, moi, j'ai toujours fonctionné à l'humain. Donc, en fait, j'ai rencontré des gens, toujours. Et même pour tout vous dire, ma première expérience dans la publicité, en fait, j'ai pas commencé dans la publicité. Et ça, c'est pas écrit sur mon CV. J'ai commencé chez Arthur Andersen. Pour faire plus opposé, c'est difficile. Voilà. Donc, j'ai commencé dans l'audit et je me suis rendu compte très très vite que c'était pas, mais alors pas du tout fait pour moi. Voilà. Et justement, en discutant avec des amis, je me rappelle très bien, un de mes amis m'a raconté que lui, il travaillait dans une agence et que c'était super, etc. On en a parlé toute la soirée. Je lui ai dit, mais tu sais, en fait, je crois que je me suis trompée. En fait, c'est ça que je veux faire. Je veux faire comme toi, ça a l'air super. Et il m'a dit, écoute, super, si tu veux, je te présente à ma boss, qui était quand même une patronne d'agence. Et donc me voilà un jour assise devant cette patronne d'agence, en train de lui dire, écoutez, alors là, mon premier job c'est chez Arthur Andersen, mais je me suis trompée, en fait, c'est pas ce que je veux faire, en fait, je veux travailler dans votre agence, je veux travailler avec vous, je veux faire de la publicité, voilà. Et la magie des rencontres, c'est que, je sais pas, elle a dû se dire que d'abord, elle a dû croire, je pense, et elle a eu raison, parce que c'était réel. Elle a dû croire à l'énergie et l'envie qui étaient là, en fait. Et puis, elle a eu, je pense, envie de me faire confiance aussi. Et donc, elle m'a dit, super, ok. Alors, après, c'est les tout débuts de carrière. Donc, en vérité, ça peut se faire, ce genre de changement. Voilà, ça peut arriver d'être pas complètement parti sur le bon rail au début. Mais tout ça pour dire que ça s'est passé comme ça. Ça veut dire que dès la première fois, ça a été une rencontre, et ensuite, ça a été une suite de rencontres. Et ensuite, moi, je suis quelqu'un de fidèle, et je m'entoure probablement de gens fidèles, dont parfois nos chemins se sont séparés, puis on s'est retrouvés, on s'est séparés, retrouvés. Donc il y a des boss comme ça que j'ai suivis dans différentes agences pendant plusieurs années. Et donc tout ce qui n'est pas écrit dans mon CV, c'est des rencontres. Voilà. Et un peu de la même façon, après une quinzaine d'années dans la publicité, effectivement dans des endroits super chouettes, avec des gens de grand talent surtout, je pense à BETC et TBWA, après une quinzaine d'années dans la pub, et après cette expérience sur Monoprix qui était une expérience totale, mais ça serait un autre podcast, j'ai eu envie de changer de secteur. C'est jamais facile. Je venais de la publicité, j'ai eu envie de faire du marketing et du digital. Pourquoi ? Parce que c'était 2000 something, et que ce qui se passait c'était dans les startups, et que la pub c'est quelque chose qui est
très en phase avec l'époque, en fait, dans lequel on est très en... Voilà. Et en fait, je me suis dit, il y a une autre chose aujourd'hui qui est dans l'époque, c'est les startups. Voilà. Donc, j'ai envie d'aller voir ce qui se passe. Sauf que moi, je faisais de la communication, du conseil, et il fallait que je passe côté marketing. Et j'ai fait une rencontre aussi. Voilà, j'ai rencontré Marc Simoncini qui cherchait une CMO pour à l'époque son projet dans l'optique. Voilà. Et c'est quelqu'un aussi qui m'a fait confiance et qui s'est dit, bon, j'ai un projet de marque, il va s'en sortir, et puis le marketing digital, il va apprendre. Voilà. Et donc, j'ai plongé dans l'aventure du groupe Sensi à l'époque avec Marc, et j'ai appris le marketing digital, voilà, que je pratique maintenant depuis presque une dizaine d'années. Donc, je me suis pas mal réinventée, voilà. Donc, suivre ses envies, savoir où on a envie d'aller, et ensuite aller chercher les gens avec qui on a envie de travailler. Ok. Bah, là, il y a plein de questions. Déjà, t'as anticipé ma prochaine question sur scale-up, tout ça, agence et tout, donc on va y revenir. Mais moi, j'aimerais quand même faire un focus. Comment tu rencontres Marc Simoncini? Tu connais quelqu'un qui le connaît. Et puis, tu sais qu'il cherche quelqu'un. Donc, réseau, beaucoup, voilà. Voilà. Après, je sais pas, la vie est bien faite, j'ai envie de dire, parfois. Voilà. Et quand on a envie de faire des choses, comme par hasard, j'ai souvent constaté que les choses se présentent à soi, voilà. Parfois sans forcer. C'est juste, avant qu'on passe sur la prochaine question, qu'est-ce que tu lui pitches à Marc quand t'arrives et que tu viens de la pub et que lui veut lancer une start-up et que, en vrai, t'as rien à voir, t'as pas d'expérience longue, en tout cas dans ce milieu-là, etc. Je sais plus, c'était il y a longtemps, mais je crois que surtout on discute en fait. Je crois qu'on discute surtout de qui je suis, ce que j'ai fait, certes, mais finalement ce qui était important, je pense que c'était autant mes soft skills, j'ai envie de dire, que mes hard skills. Donc je me suis dit, voilà. Et ensuite, c'est en ça que c'est des rencontres. Donc certes, évidemment, le parcours parlait pour moi en communication, mais ce qui était important, c'était est-ce que j'avais envie d'apprendre, est-ce que j'avais le bon mindset, et est-ce que en ayant fait quelques études, on n'est pas complètement idiot, donc on arrive à apprendre encore des nouvelles choses, même une fois qu'on a déjà 10 ou 15 ans de carrière derrière soi. Donc je pense que le mindset était très important. C'est un entrepreneur, il est super instinctif, et donc il a dû sentir l'envie d'apprendre, la curiosité, qui sont des choses hyper importantes. Et ensuite, il y avait des choses quand même que je savais faire et qui étaient importantes, c'était la construction de marques. Et lui, il avait aussi quand même besoin de quelqu'un qui savait construire les marques, d'abord et avant tout. Donc c'était un certain nombre de compétences qu'il a trouvé chez moi, et ensuite je pense que c'est un mindset, je pense. Voilà. Et je dis ça modestement, il aurait peut-être une version différente. Ok, ça marche. Bon, du coup, t'as déjà anticipé la plupart de mes questions, donc je vais juste finir avant qu'on passe sur la partie Fast and Curious version 1 avec cette question. Est-ce que tu penses que si t'avais fait l'inverse, donc t'avais commencé avec pareil une quinzaine d'années en start-up et puis t'étais reparti en agence, ça aurait eu un impact différent sur, je sais pas, sur ton niveau de compétence, sur ton appétence à même ce que tu fais aujourd'hui. Est-ce que pour toi, le fait de faire d'abord agence puis start-up, c'est un choix parmi tant d'autres, ou est-ce que tu penses que si tu l'avais fait dans l'autre sens, ça aurait été aussi peut-être intéressant? C'est quoi ton avis? J'en ai aucune idée. Aucune idée. Je peux pas répondre à ça. La seule chose que je sais, c'est que je me suis dit que les agences, en vérité, m'avaient vraiment préparé. Les agents, quand on est dans des bonnes agences, qu'est-ce qu'on apprend dans les agences, voilà. Et je pense que le mindset est super important. C'est-à-dire que moi, j'ai eu le sentiment en agence de passer mon temps à résoudre des problèmes, à les résoudre avec beaucoup d'énergie et beaucoup de positif, à aller chercher des talents, à valoriser l'idée, et notamment l'idée créative, mais à aller chercher des idées et à me poser des questions, voilà, sans arrêt. Et donc, finalement, tout ça, c'est aussi des choses qu'on fait en start-up. Et c'est pour ça que j'insiste tellement sur le mindset. Les compétences, évidemment que c'est une chose, mais et c'est ce que je valorise moi dans mes équipes et le management. Le mindset est tellement important. Voilà, donc être curieux, apprendre à apprendre, avoir envie de se poser des questions, c'est super important. Et c'est des choses qui étaient, soit chez moi probablement aussi un petit peu, et en tout cas encouragées dans la culture agence. Donc finalement le move n'a pas été si énorme finalement, en fait. En tout cas, en termes de culture, il y a des choses, j'ai retrouvé des similarités. Voilà. Ça paraît curieux comme ça, mais sur le papier, mais en vérité, ça fonctionne assez bien. Donc peut-être que finalement, ça fonctionnerait dans l'autre sens.
Bah, ça clôture assez bien cette émission. On va finir juste rapidement avec la partie Fast and Curious version Brain. Fast and Curious, le concept de Combini, version Brain, le concept du Brain Podcast. 3 propositions, tu choisis entre l'une et l'autre le plus rapidement possible. Anne-Cécile, est-ce que t'es prête? Ouais, je sens que je vais être nulle à cet exercice. Je déteste choisir. Ok. Mais j'y vais quand même, ça fait rien. Go. Si Care était un produit physique, ce serait un stéthoscope ou une blouse? Ah non, mais ni l'un ni l'autre. C'est un truc, mais plus digital. Ok. Pour la reconnaissance de marque, t'es plutôt garder Care avec un Q ou investir massivement pour obtenir Care avec un C? Non, on adore Care. Avec cette lettre Q au début. Ok. Si tu devais garder un élément pour communiquer en interne, tu garderais uniquement vos locaux physiques ou Google Meet? Alors là, j'ai pas compris la question. J'ai dit si tu devais garder un seul élément pour communiquer en interne, est-ce que tu garderais vos locaux physiques, donc les beaux locaux Care, ou juste des outils digitaux, donc Google Meet, Zoom, ce genre de truc? Ah ouais, non, moi je suis pour le travail. J'ai testé les deux. Alors, pardon, je sais qu'il faut répondre hyper vite. J'ai pris mon poste en télétravail 100% le 24 mars 2020, une semaine après le premier confinement. Donc, j'ai testé les deux. Je suis à fond pour le travail hybride. On a besoin des deux, je suis désolée. Ok. T'as le moins répondu à toutes les questions de tous les invités, mais c'est pas grave. Je te pardonne. Je suis la pire, voilà. Ah. Ok. Pour finir, Anne-Cécile, quelle est ta question pour moi? Alors, ma question pour toi, alors moi j'aimerais connaître ce qui t'anime et ce qui te motive pour arriver, en plus de ton boulot, à faire ce podcast et à faire une saison et bam, qui est sur la deuxième. C'est énormément de boulot, voilà, et je voudrais savoir qu'est-ce qui te motive, toi, là-dedans. Bah, en fait, moi, je marche un peu comme toi, je marche pas mal à l'humain. En fait, pour la petite story, bon, je l'ai déjà raconté sur le podcast, mais je vais remettre du contexte pour les gens qui écouteraient depuis la première fois. J'ai lancé ce podcast en janvier 2021, et avant ça, en 2020, en août, j'ai créé une boîte qui s'appelle Engenio, enfin, qui était une agence, du coup, d'influence marketing, de micro-influence. Et du coup, pendant le process de création de l'agence, en fait, j'étais habitué à avoir des calls tout le temps avec diverses parties prenantes, etc. Et je t'avoue qu'en fait, le jour où j'ai arrêté l'agence, donc courant mars à peu près, on a clôturé, ça m'a fait bizarre en fait de plus avoir ce rythme assez effréné, de tout le temps rencontrer des nouvelles personnes, etc. Parce que je suis en école de commerce, mais c'est vrai que c'est pas la même chose. On n'est pas dans des conversations très longues, etc. avec les gens, et puis on noue aussi des contacts, mine de rien, dans toutes ces aventures. Et je me suis posé la question de, en fait, maintenant que j'ai plus l'agence, est-ce que j'ai toujours la crédibilité pour faire ça? Est-ce que j'ai toujours envie de faire ça, etc. Et moi, le truc, par-dessus tout, que j'adore quand je fais le podcast, plus que parler de marketing, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, j'essaie de aussi sortir de ça en parlant aussi du parcours des invités, parce que je pense qu'il y a aussi une richesse dans ça. C'est de rencontrer des gens et de continuer à chaque semaine faire l'effort d'aller moi-même chercher des personnes à rencontrer et faire des belles rencontres. Ça permet en fait d'apprendre plus sur des personnes qui sont carrément plus compétentes que moi, puisque je pense qu'aujourd'hui, je vais avoir 21 ans en août, je sais pas quel âge tu as, mais on doit avoir une sacrée différence. Et du coup, je me nourris de toute cette expérience, de toutes les personnes que je rencontre et tout ça. Et puis moi, ça me plaît de continuer à rencontrer des gens vraiment au quotidien, etc. Donc, ce serait vraiment ça, en fait. Ce serait vraiment l'humain, le fait de pouvoir continuer à voir des gens, voir du monde et apprendre plus, parce que moi, j'adore apprendre des choses. Je mets pas mal de temps en train pour arriver au travail et je continue à lire dans le train, que ce soit sur du business ou pas du business. Et donc, du coup, voilà, c'est un peu tout ça. En fait, je pense que ça me permet d'avoir un moment d'exutoire aussi, parce que c'est vrai que quand on est dans la routine, et particulièrement aussi pour toi, parce que quand dans une boîte qui vient de se faire acheter, il doit se passer plein de choses tout le temps, ça permet d'avoir un moment de break et de parler d'autres sujets. C'est vrai qu'avec le podcast, on aborde la santé. Moi, je bosse dans la tech, mais dans le sport, donc ça n'a rien à voir. Et du coup, voilà, on parle d'énergie, de mode, enfin, ça permet de sortir un peu la tête de l'eau et je trouve ça plutôt cool. Voilà, ça va clôturer, il me reste une petite minute pour clôturer ce podcast, donc je vais essayer d'être super rapide. Voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous la regardez sur YouTube, le podcast est toujours disponible gratuitement. Brain Podcast, BRVND, podcast gratuitement sur YouTube. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, voilà, ça aide toujours à monter dans les classements, à mettre des commentaires pour qu'on monte dans la partie marketing.
Voilà, c'était un plaisir de faire ce podcast avec toi, Anne-Cécile. Pour toutes les personnes qui écoutent le podcast pour la première fois, on se retrouve en règle générale le lundi à 8h pour un nouvel épisode. Et puis, sur ces belles paroles, moi je vais vous dire à la prochaine, à bientôt.